Si tu as vu le film culte Les temps modernes de Charlie Chaplin, ou bien Modern Times pour le titre original, tu as sans doute en tête cette séquence assez spectaculaire. Charlot, le personnage principal, le personnage joué par Charlie Chaplin, est en train de travailler à l'usine et il exerce des tâches répétitives et ennuyeuses sur plusieurs machines différentes. Rendu fou par la cadence, par le rythme de la chaîne de montage sur laquelle il doit serrer les écrous, il finit par être avalé par la machine. En une seule séquence extrêmement puissante, Charlie Chaplin réussit le tour de force de dénoncer de manière efficace les coulisses de la productivité à l'heure de la mécanisation. Car toute cette scène représente à elle seule une métaphore de l'aliénation du travail à la chaîne, de notre course effrénée à la productivité, une course qui ne s'arrête jamais, et surtout quand celle-ci n'a plus aucun sens. D'ailleurs, le film juxtapose des moutons et des ouvriers à l'usine. Et ça nous fait bien comprendre où il veut en venir. Un siècle plus tard, les temps modernes continuent de résonner et me donnent envie aujourd'hui de poser cette question. Charlie Chaplin avait-il raison? Sommes-nous les esclaves du temps et sommes-nous condamnés à aller toujours plus vite? Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, bienvenue. Je suis Elisa et j'enseigne le français sur les réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast que tu écoutes et aussi à travers les vidéos de ma chaîne YouTube French Mornings with Elisa. Si tu veux aller plus loin et si tu veux progresser plus rapidement, j'ai aussi des cours de français en ligne de plusieurs niveaux sur mon site internet frenchmornings.com. Ce sont des formations en ligne que tu peux suivre à ton rythme et dans lesquelles je t'accompagne pour progresser pas à pas et atteindre le niveau supérieur. Je te laisse d'ailleurs écouter le témoignage de Zenzi, qui est une des élèves des cours objectifs français, niveau A2 et B1. Je m'appelle Zenzi et je suis le cours d'Elisa depuis quelque temps. Et aujourd'hui, je suis à 20% du cursus. Alors, je vais apprendre la langue française parce que je suis venue vivre en France. Voilà. Et au plus je sais parler français, au plus je me sens indépendante et confiante. Pourquoi j'adore le cours d'Elisa? Parce qu'elle est magnifique. Ouais. Tous les modules sont différents, variés et peu compliqués. Et il m'aide à parler français comme une personne, une vraie personne française. Et croyez-moi, c'est complètement différent qu'avec des livres ou des applications. Alors, à qui je voudrais recommander ce cours? À tout le monde, mais plus spécifiquement aux personnes qui ont déjà un niveau basique et qui voudraient apprendre le français de manière amusante et sans pression, mais avec du résultat. Alors, j'ai hâte de réussir le 100% du cours. Ces derniers temps, je me suis beaucoup interrogée sur notre rapport au temps et par conséquence au temps de travail. J'ai l'impression qu'on court tous après le temps aujourd'hui, qu'on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire, qu'on doit toujours être à l'heure à tous nos rendez-vous, qu'on doit se réveiller à la même heure tous les matins, ne jamais être en retard, etc. Dans cet épisode, je vais donc te parler de notre rapport au temps et on va se demander si nous en sommes devenus les esclaves. Avant de commencer, et comme tu l'as peut-être déjà remarqué, je t'informe que le vocabulaire de cet épisode est d'un niveau plutôt avancé, je dirais B2 à C1. Mais pas de panique, car je t'ai préparé un PDF qui contient la transcription exacte de cet épisode et le glossaire avec la définition des mots compliqués. Il y a aussi un petit quiz de compréhension et tu peux le télécharger absolument gratuitement en cliquant sur le lien en description. Dans l'introduction de ce podcast, j'ai utilisé un terme très important et qui a été largement abordé en philosophie et notamment par Karl Marx. Le terme, c'est celui d'aliénation. Mais on va y revenir. Car avant Marx, c'est le philosophe Hegel qui l'a observé et en a fait un concept plutôt positif. Travailler, pour Hegel, c'est la possibilité de sortir de soi-même, de comprendre le réel à l'œuvre, de faire l'épreuve de la matière.
Hegel écrivait même le travail rend libre. C'est-à-dire que le travail permet à l'esprit de se reconquérir lui-même comme esprit réel et non pas comme un esprit idéal et subjectif. Je pense qu'aujourd'hui, peu de personnes sont encore d'accord avec lui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu crois que le travail rend libre? Tu peux m'écrire un commentaire pour donner ton avis. Quelques années après Hegel, Marx renverse totalement ce concept et pointe les dérives de l'aliénation sociale. Le travail devient un objet de transaction, c'est-à-dire qu'il se met au service de quelqu'un d'autre et crée une relation de dépendance et inégalitaire. Marx montre que le travailleur vend sa force de travail parce qu'il ne possède ni moyens de production, c'est-à-dire la capacité et les moyens de produire un bien ou un service, ni moyens de subsistance, c'est-à-dire qu'il ne peut pas survivre par lui-même sans travailler. Donc, la valeur de sa force de travail réside dans le fait qu'il produit de la valeur. Sauf que cette valeur lui échappe. Pourquoi? Parce que son travail termine dans la production d'un objet qui ne lui appartient pas. Et donc ce temps qu'il a consacré à son travail a été cédé au capitalisme d'après Marx. Si on suit ce raisonnement, l'ouvrier, le travailleur, devient dépendant de son employeur, son patron. Car sans moyens de production ni moyens de subsistance, sa force de travail ne sert à rien. C'est-à-dire que l'ouvrier consacre tout son temps au service d'un autre, sans finalement récupérer le fruit de sa force de travail. Ce rapport de force et surtout cette relation inégalitaire continuent de marquer la réalité du salariat actuel, la réalité du monde du travail. Il suffit de se rendre dans des enseignes de restauration rapide ou bien dans les supermarchés pour s'en convaincre. Les salariés sont mobilisés chaque seconde au profit d'une chaîne de production au risque d'être dépossédés d'eux-mêmes. Mais cette question du temps ne se limite pas seulement au travail. Elle traverse aussi l'histoire de l'humanité. Pendant des siècles, voire même des millénaires, personne n'avait vraiment l'heure exacte. On s'est d'abord fié au cadran solaire, ensuite aux cloches de l'église du village, qui n'étaient d'ailleurs pas toujours réglées avec précision. Les premières horloges, elles, étaient réservées aux puissants. Et puis ensuite, avec les montres individuelles, chacun a pu porter l'heure sur soi. Mais ce n'est qu'avec l'arrivée d'Internet que nous avons franchi une étape radicale. Désormais, l'humanité entière vit exactement à la même heure, à la seconde près. Tout le monde sait toujours quelle heure il est puisqu'on a tous aujourd'hui un smartphone dans la poche. Cette synchronisation mondiale est inédite. Ça n'est jamais arrivé avant. Elle peut paraître fascinante, mais elle ajoute aussi une pression supplémentaire. Tout doit être réglé, calibré, sans aucune marge d'imprécision. Le temps est devenu une contrainte collective, partagée universellement. Si j'ai fait ce petit détour par la philosophie et le concept du travail avant ça, c'est parce qu'il me semble que notre époque cherche justement à renverser ce rapport d'aliénation et à modifier notre relation au travail. J'ai l'impression que nous sommes tous devenus obsédés par une certaine quête de sens et que consacrer tout notre temps au travail n'en a plus, surtout à l'époque des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, notre époque cherche justement à renverser ce rapport d'aliénation au travail, à retrouver un peu plus de sens dans notre quotidien. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, aller au travail de 9h à 17h n'a plus beaucoup de sens. Et le télétravail, par exemple, a permis un peu de bousculer ces habitudes. C'est un phénomène qu'on observe aussi par exemple sur les réseaux sociaux où certains prônent un mode de vie, un mode de travailler différent, comme celui des digital nomades par exemple. Mais paradoxalement, on s'aliène à autre chose, les réseaux sociaux. Car aujourd'hui, même les réseaux sociaux dictent notre rapport au temps. Diverses études estiment qu'une personne y passe en moyenne 2h30 par jour. Et je t'avoue qu'il y a des jours où j'y passe sûrement encore plus de temps et ma santé mentale en prend parfois un coup. J'essaie de limiter mon utilisation, mais c'est une vraie addiction. Comme moi, une majorité de la population pense y passer trop de temps
et donc en perdre. Une étude indique aussi que 77% des jeunes de 18 à 24 ans consultent leur téléphone dès le réveil alors qu'ils sont toujours dans leur lit et 56% d'entre eux vont directement sur les réseaux sociaux. Malgré des effets positifs indéniables, des effets positifs évidents comme les facilités de communication, il est clair que le temps passé sur les réseaux sociaux nuit à notre productivité et entraîne une nouvelle forme d'aliénation. En fait, on peut même carrément parler d'addiction, puisque les réseaux sociaux libèrent l'hormone du plaisir, la dopamine. S'il existe de nombreuses astuces pour limiter son temps d'écran et notamment imposer une limite de temps, il est très difficile de détourner ses yeux de son écran et des petites notifications permanentes. En plus, les réseaux sociaux modifient profondément notre rapport au temps et semblent rendre tout plus supportable. Combien de personnes regardent leur écran dans les transports, dans une salle d'attente, dans une file de magasins? Le temps passé sur les écrans à scroller sans but passe plus vite. Aujourd'hui, on a peur de s'ennuyer, on a peur de n'avoir rien à faire, on a même peur d'être vu en train d'avoir rien à faire. Alors, on colle son nez sur son écran en espérant recevoir quelques notifications ou messages intéressants, et quand il n'y en a pas, c'est la déception. Ces changements d'habitude et de comportement entraînent des conséquences vraiment néfastes sur notre santé mentale. Ce qui rend si addictifs les réseaux sociaux, c'est la peur de manquer quelque chose. Un événement dans la vie réelle auquel on n'était peut-être pas invité et dont on découvre les photos sur Instagram. Ou encore un événement virtuel comme une story, un post, une actualité. C'est ce qu'on appelle the fear of missing out, le fameux faux mot. On peut aussi se poser une autre question, celle de savoir si Instagram ne nous donne pas une vision complètement déformée du temps. Ce qu'on voit sur cette application, finalement, ce sont toujours des images sublimées de réussite, des moments de vie rendus séduisants ou poétiques ou sexy, même si on le sait, et c'est d'ailleurs tout l'effet assez pervers des réseaux sociaux, on a du mal à imaginer tous les efforts et le temps nécessaires pour produire la photo ou la vidéo. On a tendance à ne regarder que ce résultat forcément tronqué et biaisé, sans se souvenir de tout ce qu'il a fallu pour en arriver là. Par exemple, quand on voit passer une recette de cuisine découpée en une vidéo de 30 secondes, elle nous donne une fausse impression de facilité. Et la conséquence sur nos vies, c'est qu'on a envie de tout avoir tout de suite. On a oublié que Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est un dicton français très connu qui signifie qu'il faut du temps pour parvenir à de grandes choses. Rome ne s'est pas construite en un jour. Les belles choses prennent du temps. Alors, si j'ai un conseil à te partager dans cet épisode, c'est celui-ci. N'oublie pas de vivre une vie réelle et de la vivre à fond. Aujourd'hui, on a tous une vie digitale qui empiète, c'est-à-dire qui prend de plus en plus de place sur notre vie réelle. Et toutes ces heures passées dans le monde digital sont du temps perdu dans la vie réelle. Alors, récupère autant de temps que tu peux pour pouvoir avoir une vie plus riche d'activités, de voyages, de temps passé avec les gens que tu aimes. Et je vais terminer cet épisode avec une citation de l'un des plus grands poètes français qui explique ça bien mieux que moi, Charles Baudelaire, le plus connu des poètes maudits. Pour bien comprendre la citation, il faut que tu connaisses le verbe s'enivrer. C'est un verbe assez poétique qui signifie boire beaucoup d'alcool et être dans un état très joyeux. Il a aussi un deuxième sens qui signifie se sentir envahi par une émotion si belle qu'on perd un peu le contrôle de soi-même et qu'on se sent proche de l'ivresse. Maintenant que tu sais ça, voici ce qu'il dit. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Avant de vraiment terminer cet épisode, je vais te poser une dernière question pour voir si tu as tout suivi. Quel est le nom en français du personnage des films de Charlie Chaplin? Tu peux laisser ta réponse en commentaire.
Et si tu n'as aucune idée de la réponse, tu la trouveras dans le PDF que tu peux télécharger gratuitement. Il contient la transcription et le glossaire de l'épisode. Le lien est dans la description. Merci d'avoir été au rendez-vous et je te dis à très bientôt dans un prochain épisode.